bienvenue sur BFM2. Nous sommes avec Jonathan Fowler. Vous travaillez pour les Nations Unies et plus exactement pour l'UNRWA, l'agence de l'ONU dédiée aux réfugiés palestiniens, dont vous êtes le porte-parole. Merci d'être avec nous et d'avoir accepté notre invitation. On va évoquer le plan de paix entre Israël et Gaza. Une des lacunes de ce plan, qui a été présenté le 29 septembre, c'est l'absence de la mention de la Cisjordanie. On le rappelle, hein, ce territoire a donné lieu à un avis consultatif de la Cour internationale de justice le 19 juillet 2024. La Cour internationale de justice a décrété que l'occupation par Israël dans la bande de Gaza et la Cisjordanie est illégale. Vous qui connaissez bien ce territoire de la Cisjordanie, est-ce que vous pouvez nous décrire un peu quelle est la situation sur place et qu'est-ce qui a changé là-bas depuis les attaques du 7 octobre? Effectivement, la situation en Cisjordanie est très très grave. Par ailleurs, si nous avions été en train d'avoir cette discussion en septembre 2023, je vous aurais dit qu'on était déjà très inquiet parce que la croissance de la violence en Cisjordanie était sans précédent depuis des années. Mais bien sûr, depuis le début de la guerre à Gaza, cette a légitimement dominé les titres. Mais pendant ce temps, la violence a continué à croître en Cisjordanie et malheureusement, depuis 2023, il y a maintenant 1000 Palestiniens qui ont été tués, dont un cinquième sont des enfants ont été tués par les forces israéliennes, par les colons, souvent avec impunité. Donc ça, c'est une partie de la situation, mais aussi ce qu'on peut appeler une gazification des tactiques militaires, parce que les forces israéliennes ont lancé une offensive militaire début 2025 avec les armements lourds, les frappes de l'air. Donc ce genre de tactique, ce genre d'actes militaires, et ils ont expulsé la population de trois camps de réfugiés dans le nord de la Cisjordanie. Donc là, il s'agit de plus de 30 000 personnes Mhm, qui ont été tout bonnement expulsées de leur maison. mhm. Les bulldozers sont passés dans les camps et la topographie est en train d'être changée. Donc c'est extrêmement grave. Alors, Israël justifie de son côté la présence dans le nord du territoire pour mener des actions antiterroristes. Mais vous l'avez dit, hein, l'ONU dénonce un nettoyage ethnique en vue d'établir un grand État d'Israël. Vous avez parlé des milliers de déplacés, environ 1000 Palestiniens qui sont morts, notamment des enfants dont un enfant de 11 ans encore jeudi dernier. L'ONU dénonce l'usage de méthodes de guerre des habitants non armés. Entre l'absence de sa mention dans l'accord de paix et l'UE qui continue de menacer Israël sans appliquer des sanctions, est-ce que selon vous, la colonisation de la Cisjordanie est la grande oubliée de cet accord, mais aussi sur un plan mondial et géopolitique en général? Effectivement, parce que la colonisation, c'est quelque chose qui a commencé il y a très très longtemps. Et souvent, l'idée de l'annexation est évoquée. Mais il faut savoir que c'est croître l'annexation, parce que déjà, Jérusalem-Est a été annexé, d'autres territoires. Donc, ça commence petit à petit et parfois avec plus d'ampleur et plus de rapidité, à être une triste réalité sur le terrain. Il suffit d'écouter les dires, les propos de beaucoup d'hommes politiques en Israël qui évoquent l'idée que la population palestinienne n'a plus vocation d'y être en Cisjordanie. Et le langage de déshumanisation que nous avons souvent entendu par rapport à la population de Gaza, on l'entend de plus en plus quand il s'agit des Palestiniens de la Cisjordanie. Et aussi détruire les maisons, faire des punitions collectives, toutes ces méthodes qui sont tout bonnement interdites par le droit humanitaire international, et le droit de guerre, en gros. Donc, effectivement, c'est une inquiétude parce que comme toutes les statistiques à Gaza sont beaucoup plus élevées, le nombre de morts, l'ampleur de destruction, les gens regardent ailleurs, ils regardent Gaza Mmh. légitimement. Mais pendant ce temps,
c'est comme si presque sous le radar, ça continue en Cisjordanie. Effectivement, il faut que ça cesse parce qu'il a eu l'avis de la Cour internationale de la justice. Ça, c'est une chose, mais aussi les appels pour essayer d'aller vers une stabilité dans cette région parce que c'est quelque chose qui manque cruellement. Alors, bah, on reparle, de la Cour internationale de justice, hein, qui doit donner un nouvel avis consultatif, sur les obligations d'Israël en ce qui concerne la présence de l'activité, de l'ONU, mais ainsi que d'autres organisations, internationales et des États tiers, dans le territoire, palestinien occupé en lien avec celui-ci. Qu'est-ce que cela peut changer concrètement pour la Cisjordanie, étant donné qu'il n'y a pas vraiment eu beaucoup d'évolution depuis le dernier avis de juillet 2024? Effectivement, je voudrais pas être pessimiste parce que on ne peut pas continuer si on est trop pessimiste. Mais effectivement, on n'a pas vu d'action sur le terrain suffisamment pour être convaincu que même un avis de la Cour pourrait changer quelque chose dans les médias. Mais il faut savoir que c'est pas pour ça qu'il faut pas se retourner constamment vers le droit humanitaire international, faire les rappels des obligations que tout État, n'importe où dans le monde, de n'importe quelle taille, dans n'importe quelle situation, a des obligations à respecter. Et les autres États, dans les Nations Unies, ont l'obligation de faire respecter ces obligations. Donc, les décisions qui ne sont pas forcément mises en œuvre, c'est une chose, mais quand même la jurisprudence qui continue et qui augmente. Euh, Parce que ce n'est pas une recette pour la stabilité. Ici, on veut aller vers quelque chose de durable et de juste pour tout le monde dans cette région. Il faut de la stabilité. Et le premier pas vers ça, c'est de cesser ce genre d'opération militaire. Et pensez-vous que ce soit uniquement Donald Trump qui soit capable d'instaurer cette stabilité? En tant que fonctionnaire des Nations Unies, on n'a pas l'habitude de dire que c'est un dirigeant à un autre Oui. qui pourrait changer la donne. Mais disons, c'est évident qu'il y a des pays qui ont de plus ou moins d'influence sur le Mmh. gouvernement dans l'État d'Israël. Donc, vu la contribution des États-Unis pour ce qui s'est passé à Gaza, et nous espérons toujours que le cessez-le-feu va être moins fragilisé, mais vu cette contribution, bien sûr, c'est important. Il faut l'influence des amis autant que des adversaires, disons. Mmh. Donc, c'est extrêmement important parce qu'il s'agit de la justice, s'agit de la stabilité et l'humanité, en fait. Alors vous avez évoqué, hein, ce cessez-le-feu qui est fragilisé. On le rappelle, dimanche 19 octobre, le Hamas et Israël se sont respectivement reprochés, d'avoir violé cet accord. L'arrivée de l'aide humanitaire est une nouvelle fois, suspendue à Rafah, hein, ce passage à la frontière, entre l'Égypte et la bande de Gaza, ce point clé pour la distribution. Qu'en est-il à ce jour, pour votre agence spécifiquement, concernant l'apport d'aide à la population, gazaoui? C'est extrêmement difficile. Il faut savoir que l'UNRWA, nous avons assez de nourriture à l'extérieur de Gaza, donc en gros en Égypte, mais aussi en Jordanie, d'où je vous parle, Mmh. assez de nourriture pour toute la population pour 3 mois. Nous avons des tentes, des couvertures, des bâches plastiques, les kits d'hygiène, tout ce qui est nécessaire en fait pour un peu de dignité pour la population. Et l'interdiction totale d'aide humanitaire qui a été mise en place par l'État d'Israël en début mars pour toute aide humanitaire, qui a été levée un petit peu en mai et progressivement, mais très très peu par la suite. Cette interdiction reste en vigueur pour nous. Donc, le plus grand acteur humanitaire des Nations Unies sur le terrain, avec 12 000 membres de nos équipes sur place. Il n'y a aucune autre agence des Nations Unies qui a cette capacité. Et nous sommes aussi interdits de faire entrer de l'aide humanitaire. Ça, c'est un problème parce que nous avons vu qu'à Gaza, il a été constaté par les experts internationaux, basés sur les données, qu'il y a une famine qui a été constatée début août. C'est une famine qui, tout bonnement, le résultat d'un blocus de l'aide humanitaire. Donc, punition collective encore. Et il faut que ça cesse. Il faut qu'il y ait un flux massif d'aide humanitaire
Et ça n'arrive pas. Et oui, c'est cette histoire souvent de oui, de non, mais on ne sait pas pour les passages frontières. Et il faut pas que ça continue comme ça. Il faut une visibilité pour mener une opération de grande ampleur. Il faut que tous les acteurs humanitaires puissent faire leur travail. C'est ce qu'on fait en tant qu'acteurs des Nations Unies. Donc vous dites que l'UNRWA, dispose de suffisamment de nourriture dans ses entrepôts en Jordanie et en Égypte, pour approvisionner la population de Gaza pour 3 mois, mais aussi d'autres fournitures, hein, j'imagine. De la nourriture donc qui attend juste à la frontière de la bande de Gaza. Quelles sont les explications qu'on vous donne? Est-ce qu'on vous explique pourquoi vous n'avez pas le droit de faire cette distribution? Les autorités israéliennes ne le disent pas, mais on est conscient que, vu que fin janvier, ils ont mis en vigueur une loi qui interdit tout contact avec l'UNRWA, voilà, c'est la situation. Nous ne faisons pas acte parce qu'on ne peut pas. Nous sommes des humanitaires. Et Mmh. il faut qu'on puisse émettre les demandes par le voie d'autres interlocuteurs, soit des gouvernements, soit par les représentants des coordonnateurs des affaires humanitaires des Nations Unies pour faire entrer cette aide. Mais l'explication directe, nous ne le recevrons jamais. Donc vous avez dit que vous étiez la plus grande agence, hein, qui opère, dans la bande de Gaza, 12 000 personnes qui travaillent sur le terrain. Et comment on fait pour apporter l'aide nécessaire à une population civile qui vit sous les bombes, quand les travailleurs humanitaires eux-mêmes, risquent leur vie de la même façon? Tout à fait, et c'est une zone à risque, mais terrible. D'ailleurs, nous déplorons plus de 380 morts parmi nos membres d'équipe. C'est un chiffre sans précédent dans l'histoire des Nations Unies pour le nombre de morts de personnel des Nations Unies. Et ça, c'est quelque chose de très, très grave. Tous nos collègues sur place sont des Palestiniens parce Mmh. que les internationaux ont été en gros expulsés début mars par ordre des autorités israéliennes. Donc, mais les collègues sur place, ils continuent à faire leur travail. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable et nous tenons toujours à les saluer parce qu'à un énorme risque, ils continuent et montrent leur dédication à la cause des Nations Unies, en fait, le fait Mmh. d'être un humanitaire, impartialité et tout. Mais ce qu'ils font concrètement, c'est qu'ils font, par exemple, nous avons 6 ou 7 cliniques qui continuent à fonctionner sur les 24 que nous avions avant la guerre. Donc, on fait la santé primaire, les soins. On a aussi notre système d'éducation qu'on essaie de remettre en marche. Nous avons, c'est toujours très peu, mais nous avons par exemple, nous avons à peu près 10 000 enfants qui sont dans nos cours. C'est pas vraiment l'éducation, mais c'est des cours, le soutien psychologique, le jeu pour laisser les enfants Mmh. être les enfants. Et nous font l'assainissement de l'eau, d'autres activités, le ramassage des déchets. Donc, tout ce qui fait qu'il y ait un peu de dignité pour les gens qui sont déplacés de leur communauté d'origine. Merci beaucoup, Jonathan Fowler, de nous avoir expliqué la situation sur place en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Je le rappelle, vous êtes porte-parole de l'agence de l'ONU dédiée aux réfugiés palestiniens. Merci pour votre expertise et votre analyse. Et nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau direct sur BFM2.